La vérité ne surgit pas toujours comme un fracas spectaculaire. Parfois, elle s'installe lentement, méthodiquement, jusqu'à occuper tout l'espace. Pour Johanna, la révélation de la double vie de Yann ne provoque pas une explosion immédiate, mais une désintégration intérieure progressive, presque imperceptible de l'extérieur, et pourtant d'une violence inouïe. Elle ne hurle pas, elle ne s'effondre pas au sol, elle se tient droite, comme si son corps refusait d'accepter ce que son esprit commence à comprendre. Tout bascule avec des éléments concrets, froids, irréfutables. Un téléphone prépayé, retrouvé dans le cadre de la perquisition, devient la première fissure dans l'image qu'elle avait construite de son mari. Il ne s'agit pas d'un simple appareil oublié dans un tiroir, mais d'un outil soigneusement choisi pour échapper à toute traçabilité officielle, un instrument de dissimulation pensé pour protéger une relation clandestine. Élise expose les faits avec précision, en s'appuyant sur les relevés, les dates, les correspondances, et chaque détail ajoute une couche supplémentaire à la trahison. Les rendez-vous à l'hôtel, réguliers, organisés, répétés plusieurs fois par semaine, ne laissent aucune place au doute. Il ne s'agit pas d'un égarement isolé ni d'une faiblesse passagère, c'est une liaison construite dans la durée, protégée par des mensonges méthodiques. Puis vient l'information qui achève de fissurer la carapace de Johanna, le week-end à 7 pour la Saint-Valentin, moment symbolique qu'elle croyait partager d'une manière ou d'une autre, même imparfaitement, et qui se révèle avoir été consacré à une autre femme. À mesure que ces éléments s'additionnent, Johanna ne réagit pas par des éclats de voix, mais par un retrait presque clinique. Elle écoute, elle enregistre, elle tente de maintenir une forme de cohérence intérieure alors que tout s'écroule. Elle revisite mentalement les souvenirs, les conversations, les silences qui lui paraissaient anodins, cherchant un signe qu'elle aurait pu interpréter autrement. Cette relecture du passé devient une torture silencieuse, car chaque souvenir perd son innocence et se charge d'un double sens. La perquisition à son domicile transforme brutalement l'espace intime en territoire d'enquête. Les tiroirs ouverts, les objets déplacés, les regards professionnels qui scrutent les moindres détails de sa vie conjugale créent une distance étrange entre elle et son propre quotidien. Elle observe la scène comme si elle se trouvait en dehors d'elle-même, incapable de relier pleinement ce chaos matériel à la fracture affective qu'elle subit. Son appartement, autrefois refuge, devient le décor d'une trahison révélée au grand jour. Au commissariat, l'atmosphère est lourde et traversée par des tensions à peine contenues. Thierry se montre catégorique et interprète les éléments accumulés comme la preuve évidente d'une culpabilité plus large, mêlant l'adultère, la destruction de preuves et l'orientation suspecte de l'enquête. Ces interventions, trop tranchées, suscitent immédiatement des réactions de la part de Manu et d'Hugo, qui refusent de réduire la situation à des conclusions hâtives, même s'ils ne peuvent nier la gravité des fautes professionnelles commises par Yann. Baker, quant à lui, adopte une posture plus mesurée, mais non moins ferme. Lorsqu'il confronte Yann, il ne cherche ni l'humiliation ni la démonstration d'autorité spectaculaire. Il exprime une déception profonde, presque personnelle, face à la rupture d'éthique que représente la destruction de preuves et la manipulation d'une enquête officielle. Le geste d'apporter un sandwich à Yann pendant l'interrogatoire traduit une ambivalence. L'homme reste un supérieur hiérarchique responsable, mais il demeure aussi celui qui croyait en l'intégrité de son lieutenant. Yann, confronté à ses reproches, reconnaît ses torts avec des mots qui semblent dérisoires face à l'ampleur des conséquences. Ses excuses ne dissipent ni la suspicion ni la colère, et elles n'apaisent en rien la douleur de Johanna, qui découvre que la trahison intime se double d'une faute professionnelle grave susceptible de ruiner une carrière et d'entacher durablement une réputation. De retour chez elle, Johanna traverse les pièces avec une lenteur presque mécanique. Chaque objet lui apparaît désormais chargé d'une signification nouvelle, comme si la révélation avait contaminé l'ensemble de son environnement. Son regard s'arrête sur le cadre contenant leur photo de mariage, image figée d'un bonheur qu'elle croyait authentique. Elle se souvient du jour où cette photo a été prise, des promesses échangées, de la confiance absolue qu'elle plaçait en Yann, et elle prend conscience que cette image représente désormais une illusion. Le geste qu'elle accomplit alors n'est pas impulsif, mais délibéré. Elle saisit le cadre, le tient un instant entre ses mains, puis le laisse tomber volontairement. Le verre se brise sur le sol dans un bruit sec qui résonne comme une confirmation symbolique de ce qui vient de se produire dans sa vie. Ce n'est pas seulement un objet qui se fracture, mais la représentation d'un engagement qu'elle pensait indestructible. Plus tard, lorsque Sabine vient lui rendre visite avec de quoi partager un repas simple, l'échange se déroule dans une atmosphère de retenue et de pudeur. Sabine ne cherche pas à combler le silence par des paroles inutiles. Elle s'installe, elle écoute, elle laisse à Johanna l'espace nécessaire pour exprimer ce qu'elle ressent. Peu à peu, les larmes remplacent l'immobilité initiale,
et Johanna met des mots sur son état intérieur en décrivant une sensation d'anesthésie, comme si la douleur était trop vaste pour être pleinement éprouvée. Elle évoque l'impression d'avoir été aveugle, de n'avoir rien perçu malgré les indices qui, rétrospectivement, semblent évidents. Cette culpabilité diffuse s'ajoute à la trahison elle-même, renforçant le sentiment d'effondrement identitaire. Sabine ne minimise rien et ne tente pas de justifier l'injustifiable. Elle se contente d'être présente, consciente que certaines blessures ne peuvent être refermées par de simples explications. Parallèlement, Élise se débat avec un conflit intérieur grandissant. Si elle a dénoncé Yann en s'appuyant sur des faits, elle ne parvient pas à accepter l'idée qu'il soit l'auteur du meurtre de Lucie. La distinction entre la trahison conjugale, la faute professionnelle et l'accusation criminelle devient centrale dans sa réflexion, et elle confie à Manu son sentiment de culpabilité face aux conséquences de sa dénonciation. Convaincue que l'enquête doit aller plus loin, elle décide de poursuivre ses recherches afin d'identifier le véritable responsable, déterminée à ne pas laisser une conclusion hâtive sceller définitivement le destin de son collègue. Autour d'eux, d'autres dynamiques se dessinent, notamment lors de la soirée à l'opéra où Elisabeth et Alain croisent Nicolas, qui propose un portrait de elle cosmétique tout en complimentant Elisabeth sur son apparence. Cette interaction, apparemment anodine, introduit une nuance de tension dans le couple, révélant que même les relations qui semblent stables peuvent être fragilisées par des regards extérieurs et des ambiguïtés implicites. À la ferme, Charles tente quant à lui de se libérer de l'obsession liée à sa séparation, en évoquant auprès de Muriel la difficulté à tourner la page malgré l'intérêt d'une autre femme. Son incapacité à s'engager pleinement dans une nouvelle relation reflète un état d'esprit troublé, tandis que son échange avec Flore, resté distant et mesuré, souligne la complexité des émotions qui persistent après une rupture. Cependant, au centre de tous ces mouvements, c'est l'image de Johanna qui demeure la plus marquante. Assise face à Sabine, les yeux rougis et les mains encore marquées par le verre brisé, elle prend conscience que l'anesthésie qu'elle ressent n'est qu'une phase transitoire. La colère, les interrogations et les décisions difficiles viendront ensuite, mais pour l'instant elle demeure suspendue dans un entre-deux, un espace vide où la douleur est présente sans être encore pleinement incarnée. Cette immobilité apparente ne traduit pas une absence de force, mais un moment de sidération nécessaire avant toute reconstruction. Et c'est précisément ce silence intérieur, plus que les éclats visibles, qui annonce la profondeur de la tempête à venir. Alors que Johanna tente encore de donner un sens aux fragments de vérité qui ont pulvérisé son couple, l'onde de choc continue de se propager dans l'entourage professionnel et personnel de Yann. Au commissariat, la révélation de sa double vie ne constitue plus seulement un scandale intime, mais une affaire institutionnelle qui met en jeu la crédibilité de toute une équipe. La trahison sentimentale se double d'une faute éthique, et cette superposition rend la situation d'autant plus explosive. Face à Hakim, Yann est contraint de répondre point par point aux accusations qui pèsent contre lui. L'interrogatoire ne se limite pas à sa liaison avec Lucie, il porte surtout sur les preuves détruites et sur l'orientation suspecte de l'enquête. Chaque question ramène à la même réalité, en cherchant à protéger sa relation clandestine, il a compromis l'intégrité de son travail. La frontière entre l'erreur personnelle et la faute professionnelle s'est effondrée, et c'est désormais toute sa carrière qui vacille. Levard, en tant qu'avocat, tente de cadrer les échanges, rappelant que la procédure doit respecter les droits de son client et que l'émotion collective ne peut tenir lieu de verdict. Pourtant, même lui ne peut effacer la gravité des faits. Détruire des éléments de preuve, manipuler des orientations d'enquête, ce sont des actes qui fragilisent l'ensemble de la chaîne judiciaire. Yann apparaît fatigué, usé, conscient que ses propres choix ont créé une spirale dont il ne maîtrise plus les conséquences. Baker, en observateur attentif de la scène, oscille entre autorité et désillusion. Il avait placé en Yann une confiance professionnelle solide, fondée sur des années de collaboration et sur une réputation d'homme posé, méthodique, fiable. Découvrir que ce même homme a pu compromettre une enquête pour dissimuler une liaison crée en lui une fracture presque personnelle. Son regard n'est pas seulement celui d'un supérieur hiérarchique, mais celui d'un mentor qui voit s'effondrer l'image qu'il avait construite d'un collaborateur prometteur. Dans les couloirs du commissariat, les discussions se multiplient, révélant des positions divergentes. Thierry continue de défendre une lecture directe des faits, estimant que l'enchaînement des mensonges, la dissimulation et la destruction de preuves constituent un faisceau d'indices trop cohérent pour être ignoré. À ses yeux, la culpabilité morale de Yann dans sa vie privée renforce la suspicion criminelle. Cette logique, bien que contestée, séduit par sa simplicité apparente. Manu et Hugo, en revanche, refusent de céder à cette équation réductrice.
Ils reconnaissent la gravité des fautes commises, mais ils distinguent clairement l'adultère et la manipulation professionnelle d'un passage à l'acte meurtrier. Cette nuance devient essentielle, car elle conditionne la direction que prendra l'enquête. Pour eux, la précipitation pourrait conduire à une erreur judiciaire, et ils redoutent que l'émotion collective n'influence inconsciemment les conclusions. Pendant ce temps, Élise traverse une crise intérieure plus profonde qu'elle ne le laisse paraître. Elle sait que sa dénonciation était fondée sur des éléments tangibles, et pourtant elle ne peut s'empêcher de mesurer l'impact humain de son geste. Johanna anéantie, le commissariat fracturé, la réputation de Yann détruite, elle porte sur ses épaules le poids d'avoir déclenché une avalanche dont elle ne peut plus contrôler la trajectoire. Cette culpabilité ne la paralyse pas, mais elle la pousse à redoubler de rigueur. Convaincue que la vérité ne se limite pas à ce qui est visible, Élise décide de poursuivre activement les investigations afin d'identifier le véritable meurtrier de Lucie. Elle refuse que la trahison conjugale de Yann serve de raccourci commode pour refermer le dossier. Son engagement prend alors une dimension presque personnelle, comme si rétablir les faits devenait pour elle une manière de réparer symboliquement les dégâts causés par sa dénonciation. En parallèle, la vie sociale continue, presque indifférente au drame qui se joue ailleurs. À l'opéra, Elisabeth et Alain se préparent à une soirée mondaine en compagnie de Clémence. Les lumières tamisées, les conversations élégantes et les tenues soignées offrent un contraste saisissant avec l'atmosphère lourde du commissariat. Cette juxtaposition souligne l'écart entre les sphères sociales, où certaines crises restent confinées à l'intimité tandis que d'autres se vivent en public. Lorsque Nicolas s'approche d'Elisabeth pour lui proposer un portrait de Elle cosmétique, l'échange semble d'abord strictement professionnel. Il met en avant la réussite de son entreprise, la modernité de son positionnement, et souligne la force de son image. Toutefois, les compliments qu'il adresse à Elisabeth sur sa beauté et son allure introduisent une ambiguïté subtile, perceptible pour Alain. Ce dernier observe la scène avec une retenue qui masque à peine une pointe d'inquiétude. Cette interaction, apparemment anodine, rappelle que les équilibres conjugaux reposent souvent sur des lignes fragiles. Tandis que Johanna voit son mariage se désintégrer brutalement, d'autres couples se trouvent confrontés à des tensions plus discrètes, mais potentiellement tout aussi corrosives. Le contraste entre ces deux situations met en évidence la diversité des crises sentimentales, certaines éclatant au grand jour, d'autres se nichant dans des détails imperceptibles. À la ferme, Charles poursuit son propre combat intérieur. La rupture avec Elliot continue de tourner en boucle dans son esprit, l'empêchant de se projeter pleinement dans une nouvelle relation. Il confie à Muriel l'existence d'une femme qui s'intéresse à lui, décrivant sa beauté et son insistance, mais admettant son incapacité à répondre à cette attention. Son discours révèle un attachement persistant au passé, comme si tourner la page signifiait trahir ce qu'il a vécu. Muriel l'encourage à avancer, à accepter l'idée qu'un nouvel élan puisse lui faire du bien. Cependant, lorsque Charles se rend à la ferme pour gérer un problème lié à la naissance compliquée d'une chèvre, son échange avec Flore reste empreint de distance. Il reconnaît que son esprit est en désordre depuis la séparation, et s'excuse pour son comportement. Flore, sans hostilité ouverte, se montre néanmoins réservée, lui souhaitant simplement du courage sans ouvrir davantage la porte à une complicité renouvelée. Ces intrigues secondaires, bien que distinctes, résonnent avec le thème central de l'épisode, la fragilité des liens et la difficulté de reconstruire après une fracture. Chaque personnage, à sa manière, se trouve confronté à une remise en question, qu'elle soit spectaculaire ou silencieuse. Pourtant, c'est toujours vers Johanna que convergent les regards, car son effondrement incarne la conséquence la plus visible de la trahison de Yann. Chez elle, le silence devient presque oppressant. L'encadre brisé gît encore au sol, rappel tangible du geste qu'elle a posé dans un moment de lucidité douloureuse. Elle ne cherche pas à réparer immédiatement les dégâts matériels, comme si ce désordre reflétait fidèlement l'état de son monde intérieur. La présence de Sabine, discrète mais constante, constitue un point d'ancrage précieux dans cette période de flottement. Johanna commence à comprendre que l'anesthésie qu'elle ressent ne pourra durer indéfiniment. Les questions qu'elle repousse pour l'instant reviendront avec plus de force. Comment affronter Yann, comment envisager l'avenir, comment reconstruire une identité blessée par la trahison. Pour le moment, elle se contente de respirer, de traverser les heures sans chercher de réponse définitive. La deuxième partie de cet épisode installe ainsi une tension croissante, non seulement autour de la culpabilité potentielle de Yann, mais aussi autour des conséquences humaines de ses actes. La distinction entre faute morale et crime reste au cœur des débats, tandis que les relations périphériques révèlent leurs propres fissures. Le spectateur assiste à une mosaïque de fragilité, où chaque décision, chaque mot, peut précipiter une nouvelle rupture.
La tempête n'a pas encore atteint son paroxysme, mais les signes annonciateurs sont là. L'enquête se poursuit, les soupçons se déplacent, et les cœurs vacillent. Johanna, quant à elle, demeure au centre de ce cyclone émotionnel, suspendue entre le choc initial et la nécessité, bientôt inévitable, de choisir une direction pour sa vie. La nuit ne parvient pas à apaiser ce qui s'est ouvert dans la journée, elle ne fait qu'épaissir le silence autour des blessures encore à vif. Johanna reste longtemps éveillée, incapable de trouver un repos véritable, comme si le simple fait de fermer les yeux risquait de faire remonter les images qu'elle tente encore de contenir. Le téléphone prépayé, l'hôtel, Seth, la Saint-Valentin, ces éléments tournent en boucle dans son esprit, non pas comme des cris, mais comme une litanie froide et répétitive. Elle commence à mesurer l'ampleur du mensonge non seulement en termes d'actes, mais en termes de temps. Combien de semaines, combien de mois a-t-elle vécu à côté d'un homme qui compartimentait son existence avec une telle précision? Cette réflexion ne déclenche pas immédiatement de colère, elle provoque plutôt un vertige, une sensation d'irréalité qui la coupe encore davantage de ses propres émotions. L'anesthésie persiste, mais elle se fissure lentement sous le poids des souvenirs réinterprétés. Au commissariat, Ian passe la nuit en garde à vue dans un état d'épuisement moral visible. L'homme qui avait l'habitude de maîtriser les procédures et de guider les investigations se retrouve désormais de l'autre côté de la table, soumis à la mécanique qu'il connaît trop bien. Chaque minute passée dans cet espace clos renforce la conscience de sa chute, non seulement comme suspect potentiel, mais comme professionnel déchu. Les conséquences disciplinaires deviennent inévitables, indépendamment de l'issue pénale. Élise, de son côté, ne parvient pas à se détacher du dossier. Assise seule devant les éléments accumulés, elle reprend chronologiquement les faits, cherchant la faille, l'incohérence qui pourrait orienter vers un autre suspect. Elle ne nie pas la liaison de Ian, ni ses manipulations, mais elle s'interroge sur la logique criminelle. Détruire des preuves pour protéger une relation clandestine peut relever de la panique ou de la maladresse morale. Passer à l'acte meurtrier suppose une escalade que rien, pour l'instant, ne confirme de manière irréfutable. Cette posture la place dans une position délicate au sein de l'équipe. Certains collègues perçoivent sa détermination comme une tentative de justification, voire comme une loyauté déplacée. D'autres comprennent que son exigence méthodologique vise précisément à éviter un emballement collectif. La tension entre ces deux interprétations alimente des discussions feutrées dans les couloirs, où l'on sent que l'affaire dépasse désormais le simple cadre d'une enquête. Thierry continue d'exprimer ses convictions avec une assurance qui frôle l'obstination. Pour lui, la convergence entre adultère, dissimulation et destruction de preuves crée un profil inquiétant, difficile à dissocier d'une éventuelle violence. Cette lecture, bien qu'elle simplifie les enjeux, trouve un écho chez ceux qui cherchent une résolution rapide du dossier. Manu, en revanche, insiste sur la nécessité de séparer les registres, rappelant que la justice ne peut se contenter d'un raisonnement par accumulation morale. Pendant que ces débats structurent l'espace professionnel, Sabine tente d'accompagner Johanna dans un processus plus intime et plus fragile. Elle revient la voir, consciente que le choc initial laisse place à une phase plus insidieuse, celle où les questions surgissent avec une précision douloureuse. Johanna commence à verbaliser ce qu'elle redoutait jusque-là. Elle ne se sent pas seulement trahie, elle se sent remplacée, reléguée au second plan d'une histoire dont elle ignorait l'existence. Elle évoque les moments partagés avec Ian durant les périodes où il voyait Lucie, et cette simultanéité lui apparaît insupportable. L'idée qu'il ait pu passer d'un monde à l'autre sans que rien ne transparaisse la confronte à un doute plus profond sur sa capacité à lire les signes, à comprendre l'homme qu'elle a épousé. Ce questionnement identitaire dépasse la simple colère conjugale et touche à l'estime qu'elle a d'elle-même. Sabine l'encourage à ne pas transformer la faute de Ian en autocritique destructrice, soulignant que la responsabilité du mensonge repose sur celui qui l'a construit. Toutefois, ces paroles, aussi justes soient-elles, ne suffisent pas à dissiper la sensation d'avoir vécu dans une réalité parallèle. Johanna comprend que la reconstruction, si elle doit avoir lieu, nécessitera du temps et une confrontation claire avec Ian, confrontation qu'elle n'est pas encore prête à affronter. Dans un registre différent, Elisabeth ressent également un frémissement dans sa relation avec Alain. La scène de l'opéra, avec les compliments appuyés de Nicolas, laisse une trace subtile. Alain ne formule pas explicitement sa jalousie, mais son attitude se fait plus attentive, presque scrutatrice. Elisabeth, habituée à maîtriser son image publique, perçoit cette infime modification de ton et mesure combien l'équilibre d'un couple peut se fragiliser sous l'effet de regards extérieurs. Ce parallèle entre la tempête visible chez Johanna et les tensions plus discrètes chez Elisabeth souligne la diversité des failles conjugales. Certaines explosent à la lumière crue d'une enquête criminelle,
d'autres s'infiltrent lentement, par des gestes et des paroles apparemment anodins. Dans les deux cas, la confiance apparaît comme un élément central, à la fois essentiel et vulnérable. À la ferme, Charles tente une nouvelle fois de rationaliser sa situation. L'incident lié à la naissance compliquée de la chèvre devient un prétexte pour se rendre utile, pour se distraire de ses pensées envahissantes. Cependant, l'échange avec Flore reste marqué par une retenue persistante, révélant que les blessures de la séparation ne se referment pas sous l'effet de simples conseils. Son incapacité à s'investir pleinement dans une nouvelle relation reflète une difficulté plus large à accepter la fin d'un chapitre. Ces intrigues, bien qu'indépendantes, créent un arrière-plan émotionnel cohérent où chaque personnage semble confronté à une forme de désillusion. L'épisode tisse ainsi un réseau de fragilités interconnectées, où la chute de Yann agit comme un catalyseur révélant d'autres tensions latentes. Pour Johanna, la question de l'avenir commence à se dessiner plus nettement. Elle ne peut ignorer que la procédure judiciaire suivra son cours et que les révélations publiques risquent d'exposer son intimité au regard des autres. La honte, la pitié, les commentaires implicites constituent des menaces aussi redoutables que la solitude. Elle doit envisager non seulement la gestion de sa douleur, mais aussi celle de son image sociale. La troisième partie de cette histoire approfondit ainsi la dimension psychologique du drame. La trahison n'est plus seulement un fait à constater, elle devient un processus intérieur, un cheminement où chaque personnage est amené à redéfinir ses repères. L'enquête progresse, les positions se durcissent ou s'affinent, et la tension s'intensifie à mesure que les certitudes vacillent. Johanna se trouve à un carrefour silencieux. L'anesthésie initiale laisse place à une conscience plus aiguë de la perte, et cette transition annonce une phase plus active, où les décisions remplaceront l'immobilité. La tempête émotionnelle, contenue jusqu'ici, s'apprête à prendre une forme plus structurée, ouvrant la voie à des choix déterminants pour la suite de son parcours. Au fil des heures, l'état d'anesthésie dans lequel Johanna s'était réfugiée commence à céder la place à une lucidité plus tranchante, presque douloureuse. Le silence de son appartement ne la protège plus, il amplifie au contraire chaque pensée, chaque souvenir réinterprété à la lumière de la trahison. Elle ne pleure plus de la même manière. Les larmes deviennent plus rares, mais plus lourdes, comme si elles étaient désormais chargées d'une compréhension plus nette de ce qu'elle a perdu. Elle commence à reconstituer mentalement la chronologie des absences de Yann, les soirées écourtées, les week-ends prétextés par des impératifs professionnels. Ce travail de mémoire ne vise plus à chercher des excuses, mais à établir une vérité intérieure. Elle veut savoir, pour elle-même, à quel moment le mensonge a commencé à contaminer leur relation. Cette démarche marque un tournant. Johanna ne subit plus seulement la révélation, elle tente d'en reprendre le contrôle narratif. Pendant ce temps, Yann fait face à une pression croissante. Les éléments matériels s'accumulent et la procédure suit son cours, implacable. Les questions se font plus précises, plus ciblées, cherchant à établir un lien direct entre la liaison et la mort de Lucie. Yann maintient qu'il n'a pas tué son amante, mais son aveu concernant la destruction de preuves fragilise considérablement sa position. Chaque justification qu'il avance semble désormais suspecte, tant la confiance a été entamée. Hakim poursuit l'interrogatoire avec une rigueur méthodique, veillant à séparer les faits des interprétations. Il rappelle que l'adultère, aussi moralement condamnable soit-il, ne constitue pas une preuve de meurtre. Cependant, il souligne également que manipuler une enquête pour dissimuler une relation crée un contexte propice au doute. Cette ambivalence maintient Yann dans une zone grise où l'innocence proclamée ne suffit pas à dissiper les soupçons. Élise, de son côté, approfondit l'analyse des déplacements de Lucie, cherchant des incohérences dans l'emploi du temps qui pourraient indiquer l'intervention d'un tiers. Elle examine les relevés, les témoignages, les horaires, avec une obstination qui trahit à la fois sa rigueur professionnelle et son besoin personnel de ne pas s'être trompée. Plus elle avance, plus elle est convaincue que certains éléments restent inexpliqués et que la vérité ne peut se réduire à l'évidence apparente. Cette conviction la place en porte-à-faux avec une partie de l'équipe, qui aspire à une résolution plus rapide. La fatigue accumulée, la pression médiatique naissante et l'atteinte à l'image du commissariat nourrissent un désir de clôture. Élise, consciente de ces enjeux, insiste néanmoins sur la nécessité d'éviter toute précipitation, rappelant que la justice exige davantage qu'une cohérence superficielle. Chez Elisabeth et Alain, la discussion amorcée après l'opéra prend une tournure plus explicite. Alain exprime, avec une retenue mesurée, son malaise face à l'attitude de Nicolas. Il ne s'agit pas d'une accusation ouverte, mais d'un besoin de clarification. Elisabeth, surprise par cette réaction, réalise que ce qui lui paraissait anodin peut être perçu différemment par son compagnon. Elle affirme que la proposition de portrait pour elle cosmétique relève strictement du domaine professionnel,
tout en reconnaissant que la frontière entre reconnaissance et séduction peut parfois sembler floue. Cette conversation, bien que calme, révèle la fragilité inhérente à toute relation fondée sur la confiance. Le contraste avec la situation de Johanna est saisissant. Ici, la tension est encore contenue, discutable, réversible. Là-bas, la fracture est déjà béante. À la ferme, Charles tente d'adopter une attitude plus proactive, comme s'il voulait prouver à lui-même qu'il est capable d'avancer. Pourtant, chaque geste trahit une hésitation persistante. Son échange avec Muriel l'amène à reconnaître que sa difficulté à tourner la page tient moins à l'absence d'opportunité qu'à une peur plus profonde de revivre une déception. Cette prise de conscience ne résout rien immédiatement, mais elle amorce un travail intérieur qui pourrait, à terme, l'aider à sortir de l'impasse. Au centre de ces mouvements, Johanna ressent une transformation plus radicale. L'idée de confronter Yann commence à s'imposer, non par désir de vengeance, mais par besoin de clarté. Elle sait qu'elle devra l'entendre, qu'elle devra poser des questions auxquelles elle redoute les réponses. Cette anticipation crée une tension nouvelle, plus dynamique que l'abattement initial. Elle se surprend à imaginer la scène, à formuler intérieurement les mots qu'elle prononcera. Elle ne cherche plus à préserver l'image d'un couple intact, elle cherche à comprendre comment l'homme qu'elle aimait a pu mener une existence parallèle avec une telle assurance. Cette interrogation dépasse la simple jalousie et touche à la cohérence même de son histoire personnelle. La quatrième partie accentue ainsi le déplacement du drame vers une phase plus active. Les personnages ne sont plus uniquement dans la sidération ou la réaction, ils entrent progressivement dans une logique de décision. L'enquête se complexifie, les relations secondaires se redéfinissent, et Johanna, bien qu'encore vulnérable, commence à transformer sa douleur en détermination. L'équilibre demeure instable, et aucune certitude définitive ne s'impose encore. Cependant, une chose apparaît clairement, le temps de l'anesthésie touche à sa fin. Ce qui se prépare désormais, c'est une confrontation inévitable, où les vérités tues devront être formulées et où chaque choix aura des conséquences durables. À mesure que les jours avancent, une mutation silencieuse s'opère chez Johanna. L'état de sidération qui l'avait protégée dans les premières heures laisse place à une forme de tension contenue, presque électrique, comme si son esprit refusait désormais de rester figé dans la stupeur. Elle ne se contente plus de subir les révélations, elle commence à les organiser intérieurement, à en tirer des conclusions qui ne sont plus seulement émotionnelles mais lucides. Elle comprend que la question n'est plus seulement celle de la trahison amoureuse, mais celle de la confiance radicalement brisée. Le téléphone prépayé, les rendez-vous à l'hôtel, le week-end à 7 pour la Saint-Valentin ne représentent pas seulement des actes isolés, ils dessinent une architecture du mensonge. Ce qui la bouleverse le plus n'est peut-être pas la liaison elle-même, mais la capacité de Yann à compartimenter son existence avec une précision presque méthodique. Cette prise de conscience modifie son regard sur leur histoire commune. Elle ne réécrit pas tout dans une logique de faux-semblant, mais elle s'autorise à douter, à interroger les souvenirs sans les idéaliser. Ce travail intérieur, douloureux mais nécessaire, marque le début d'un repositionnement. Johanna ne cherche plus à comprendre pour excuser, elle cherche à comprendre pour décider. Au commissariat, l'affaire prend une dimension plus lourde encore. Les éléments liés à la destruction de preuves continuent d'être examinés avec minutie, car ils constituent une faute indiscutable. Baker, confronté à la gravité institutionnelle de la situation, mesure l'impact que cette affaire aura sur l'image de son service. Il ne s'agit plus uniquement d'un drame personnel impliquant un lieutenant, mais d'un dysfonctionnement qui pourrait entacher la crédibilité de toute l'équipe. Yann, confronté à cette réalité, semble osciller entre la défense et l'épuisement. Il maintient son innocence concernant le meurtre de Lucie, tout en reconnaissant les erreurs commises pour protéger sa liaison. Cette dualité fragilise sa position, en admettant certains torts, il renforce la suspicion sur d'autres points. Sa parole, autrefois considérée comme fiable, est désormais filtrée par le prisme du doute. Élise poursuit son enquête avec une intensité accrue. Elle recoupe les horaires, vérifie les déplacements, explore des pistes qui, jusque-là, n'avaient pas été suffisamment approfondies. Son intuition lui suggère qu'un élément clé échappe encore à l'analyse collective. Cette conviction devient le moteur d'un engagement presque obsessionnel, car elle refuse que la complexité du dossier soit simplifiée au détriment de la vérité. Elle échange longuement avec Manu, exposant ses hypothèses et ses réserves. Ensemble, ils examinent les incohérences potentielles, cherchant un détail qui pourrait ouvrir une nouvelle perspective. Leur collaboration, bien que discrète, traduit une volonté commune de maintenir l'exigence méthodologique face à la tentation d'une conclusion rapide. Dans ce contexte tendu, Baker observe avec attention les dynamiques internes.
Il perçoit les fractures au sein de son équipe et comprend que l'affaire Yann agit comme un révélateur des lignes de tension préexistantes. Son rôle ne consiste plus seulement à superviser l'enquête, mais à préserver la cohésion d'un groupe fragilisé par la trahison de l'un des siens. Pendant ce temps, Johanna commence à envisager concrètement la confrontation avec Yann. Elle sait que cette rencontre sera inévitable, qu'elle devra l'entendre de sa propre bouche, non pour valider les faits déjà établis, mais pour comprendre la logique intime qui a conduit à cette double vie. Elle redoute cet échange autant qu'elle le désire, consciente qu'il constituera un point de non-retour. Elle imagine les questions qu'elle posera, non dans une perspective accusatrice, mais dans une quête de cohérence. Elle veut savoir à quel moment il a cessé de la considérer comme sa partenaire exclusive, à quel moment il a décidé que le mensonge était une solution viable. Ces interrogations révèlent une volonté de récupérer une forme de dignité, de ne pas rester enfermée dans le rôle passif de la victime trompée. Autour d'elle, la perception sociale de l'affaire commence à se dessiner. Les rumeurs circulent, les regards se font plus insistants, et Johanna prend conscience que son intimité ne lui appartient plus entièrement. Cette exposition involontaire ajoute une couche supplémentaire à sa douleur, car elle doit désormais gérer non seulement son effondrement personnel, mais aussi le jugement implicite des autres. Dans un registre parallèle, les tensions entre Elisabeth et Alain se stabilisent sans pour autant disparaître totalement. Leur discussion a permis de clarifier les intentions, mais elle a également révélé la nécessité d'une vigilance mutuelle. Cette évolution contraste avec la rupture brutale vécue par Johanna, soulignant que la communication précoce peut parfois éviter l'escalade. À la ferme, Charles poursuit son travail introspectif, tentant de transformer sa confusion en apprentissage. Son incapacité à s'engager pleinement dans une nouvelle relation devient pour lui un indicateur de blessures encore ouvertes. Cette reconnaissance ne résout pas immédiatement ses difficultés, mais elle lui offre une perspective plus honnête sur son état émotionnel. La 5e partie installe ainsi un climat de tension contenue, où chaque personnage semble se préparer à une étape décisive. L'enquête progresse sans aboutir encore à une certitude définitive, les relations évoluent sous l'effet des révélations, et Johanna se rapproche du moment où elle devra transformer sa lucidité en action. La douleur ne disparaît pas, mais elle change de nature. Elle cesse d'être paralysante pour devenir structurante. Et dans ce passage subtil entre la sidération et la détermination, se joue l'avenir de Johanna, dont la force intérieure commence à émerger, discrète mais résolue. Le moment que Johanna redoutait finit par s'imposer à elle comme une nécessité. La confrontation avec Yann ne peut plus être différée, car l'absence de dialogue entretient un vide encore plus insupportable que la vérité elle-même. Lorsqu'elle accepte enfin de le voir, ce n'est ni dans un élan de colère incontrôlée ni dans l'espoir naïf d'une justification apaisante, mais dans une volonté claire d'obtenir des réponses. Face à lui, elle découvre un homme marqué par la fatigue et par la conscience aiguë de sa chute. Pourtant, cette image affaiblie ne suscite pas chez elle la compassion qu'elle aurait autrefois éprouvée. Elle s'assoit, le regarde longuement, et commence à poser des questions dont la précision révèle qu'elle a déjà traversé intérieurement toutes les hypothèses possibles. Elle ne cherche pas à savoir s'il l'a trompée, car les faits sont établis, elle veut comprendre comment il a pu mener 2 existences sans laisser filtrer la moindre fissure. Yann tente d'expliquer, évoquant une relation qui aurait progressivement échappé à son contrôle, une peur de perdre à la fois sa carrière et son mariage, et une succession de décisions qu'il présente comme des erreurs cumulatives. Cependant, plus il parle, plus Johanna mesure la distance qui les sépare désormais. Ce qu'elle entend n'est pas seulement un récit d'égarement, mais la description d'une organisation consciente du mensonge. Elle l'interroge sur la Saint-Valentin, sur ce week-end à 7 qui symbolise à ses yeux la double trahison sentimentale et symbolique. Elle veut savoir s'il a pensé à elle, s'il a hésité, s'il a envisagé un instant de tout avouer. Les réponses, même sincères, ne parviennent pas à combler le gouffre qui s'est creusé. La confiance, une fois rompue, ne se restaure pas par de simples explications. Au fil de l'échange, la question du meurtre de Lucie s'invite naturellement dans la conversation. Johanna observe attentivement son attitude lorsqu'il nie être passé à l'acte. Elle tente de discerner, au-delà des mots, une cohérence, une vérité perceptible dans son regard. Cette évaluation instinctive la place dans une position paradoxale. Elle doit distinguer l'homme qui l'a trahi de celui qui est accusé d'un crime. Pendant ce temps, au commissariat, Élise poursuit son travail avec une détermination renforcée par les incertitudes persistantes. Les nouvelles vérifications qu'elle effectue font émerger des zones d'ombre dans l'emploi du temps de Lucie, des détails qui n'avaient pas été suffisamment exploités. Elle partage ces éléments avec Manu, insistant sur le fait que l'enquête doit rester ouverte tant que toutes les pistes ne sont pas épuisées.
Baker, informé de ces avancées, se montre attentif sans afficher de conclusion prématurée. Il comprend que l'affaire ne peut se résoudre uniquement par la pression médiatique ou institutionnelle. Sa priorité reste d'éviter une erreur irréversible, même si cela implique de prolonger une période d'incertitude inconfortable pour l'ensemble du service. La confrontation entre Johanna et Ian atteint un point où les explications cessent d'avoir un impact réel. Elle réalise que certaines réponses, même obtenues, ne réparent rien. Ce constat marque un tournant intérieur. Elle comprend que la décision qui l'attend ne dépend pas seulement de la culpabilité ou de l'innocence de Ian dans l'affaire Lucy, mais de sa propre capacité à vivre avec ce qu'elle sait désormais. Sabine, informée de cette rencontre, se tient prête à accueillir Johanna après coup. Lorsque celle-ci la rejoint, elle ne s'effondre pas comme auparavant. Son visage porte encore la trace de la douleur, mais son regard est plus stable, plus déterminé. Elle exprime la sensation d'avoir franchi une étape, même si aucune solution immédiate ne s'est imposée. Dans les heures qui suivent, Johanna commence à envisager concrètement les implications pratiques de sa situation. Séparation temporaire, distance nécessaire, réflexion sur l'avenir. Elle ne prend pas encore de décision définitive, mais elle accepte l'idée que le retour à l'état antérieur est impossible. Cette acceptation, aussi douloureuse soit-elle, constitue une forme de lucidité nouvelle. En parallèle, les tensions au commissariat atteignent un équilibre précaire. Les débats entre partisans d'une conclusion rapide et défenseurs d'une enquête approfondie se poursuivent, mais ils s'inscrivent désormais dans un cadre plus structuré. L'affaire a cessé d'être uniquement émotionnelle pour redevenir méthodique, même si l'implication personnelle de certains protagonistes complique encore l'analyse. La 6e partie s'inscrit ainsi dans une dynamique de clarification. Les confrontations directes remplacent les suppositions, les hypothèses s'affinent, et les personnages avancent vers des choix qui ne pourront plus être différés. Johanna, en particulier, passe d'un état de réaction à un état de décision potentielle. La douleur demeure, mais elle ne l'immobilise plus. Elle devient un moteur discret, l'obligeant à redéfinir ses priorités et à envisager un avenir qui ne correspond plus au plan qu'elle avait construit. La tempête émotionnelle ne s'est pas dissipée, mais elle a changé de forme, laissant apparaître une ligne d'horizon encore incertaine, mais désormais visible. Après la confrontation avec Ian, quelque chose se stabilise en Johanna, non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle a cessé d'être diffuse. Elle n'est plus un brouillard épais qui l'empêche de penser, elle devient une ligne claire, nette, presque tranchante. Elle sait désormais que son avenir ne pourra pas s'appuyer sur les illusions d'hier. La photo brisée sur le sol de son salon n'était pas un geste impulsif, c'était un acte fondateur. Elle repense aux explications de Ian, à sa manière d'admettre certaines fautes tout en niant le meurtre de Lucy. Elle a scruté son regard, évalué ses silences, mesuré ses hésitations. Elle ne peut pas affirmer avec certitude qu'il est innocent, mais elle a perçu chez lui une fracture différente de celle du mensonge amoureux. Cette nuance la trouble, elle comprend qu'un homme peut être capable de trahir sans pour autant être capable de tuer. Cependant, cette distinction ne suffit pas à effacer l'ampleur de la blessure. Ce qui s'est brisé entre eux ne concerne pas seulement la fidélité, c'est la confiance fondamentale qui permet de partager une vie. Johanna réalise qu'elle doit désormais penser à elle-même, à son équilibre, à sa dignité. Elle ne veut pas que son identité soit définie par le scandale ou par le rôle de l'épouse trompée. Elle commence à envisager une séparation claire, au moins temporaire, comme une nécessité pour respirer. Cette décision n'est pas annoncée dans la colère, mais dans une forme de calme déterminé. Elle comprend que rester dans la même maison, entourée d'objets chargés de souvenirs ambigus, l'empêcherait d'avancer. La distance devient un outil de survie émotionnelle. Au commissariat, l'enquête continue de progresser sous l'impulsion d'Élise. Les nouveaux éléments qu'elle a mis au jour ouvrent des pistes alternatives, fragilisant l'idée d'une culpabilité évidente de Ian. Cette évolution ne l'innocente pas formellement, mais elle introduit un doute méthodique qui empêche toute conclusion hâtive. Manu soutient cette approche, insistant sur la nécessité d'explorer chaque hypothèse jusqu'au bout. Baker, attentif aux avancées, mesure combien cette affaire a transformé son équipe. La déception initiale a laissé place à une vigilance accrue. Chacun semble plus conscient de la fragilité de la confiance, tant sur le plan professionnel que personnel. L'affaire Ian agit comme un révélateur brutal des failles humaines derrière l'uniforme. Ian, quant à lui, apparaît isolé. Il comprend que même si l'enquête venait à l'écarter du meurtre, les conséquences disciplinaires et personnelles resteront lourdes. Il a perdu l'image d'intégrité qui le protégeait, et il sait que la reconquête d'une crédibilité, si elle est possible, prendra du temps. Cette prise de conscience le confronte à une solitude nouvelle, différente de celle qu'il a imposée à Johanna par ses mensonges.
Dans un registre parallèle, Elisabeth et Alain trouvent un terrain d'entente plus apaisé après avoir clarifié leurs malaises respectifs. Leur échange a permis de désamorcer une tension naissante, démontrant que la communication précoce peut éviter l'escalade. Ce contraste avec la situation de Johanna souligne l'importance des non-dits et des choix qui les accompagnent. À la ferme, Charles poursuit son cheminement intérieur, comprenant progressivement que la fuite vers une nouvelle relation ne peut remplacer le travail de deuil nécessaire. Cette reconnaissance l'amène à ralentir, à accepter l'inconfort plutôt qu'à le masquer. Son évolution, bien que plus discrète, s'inscrit dans la même thématique de reconstruction après une rupture. La dernière partie de cet épisode installe un équilibre fragile entre incertitude et détermination. Johanna ne sait pas encore quelle forme prendra son avenir, mais elle a cessé d'attendre un miracle ou une justification parfaite. Elle accepte que certaines fractures ne se réparent pas et que la reconstruction implique parfois de tourner une page définitivement. Son regard, désormais plus ferme, traduit une transformation intérieure. Elle n'est plus seulement la femme anéantie par la trahison, elle devient celle qui choisit de ne pas se laisser définir par elle. Cette évolution, subtile mais profonde, marque la véritable bascule de l'épisode. L'enquête reste ouverte, les responsabilités ne sont pas encore totalement établies, et les relations secondaires continuent d'évoluer sous l'effet des révélations. Pourtant, au centre de cette mosaïque de tensions, Johanna incarne désormais une force nouvelle, née de la douleur mais orientée vers la lucidité. La tempête n'a pas effacé les ruines, mais elle a révélé une capacité de résilience que Johanna elle-même ne soupçonnait pas. Et c'est dans cette résilience que se dessine la suite, incertaine, mais assumée.